Je vous présente nos invités de la 3e table ronde. Sur le ring, Mathieu Viscaldi, à ma gauche, tout à fait à gauche, le vice-président de la Maison de l'Architecture de Corse. Raphaël Besson devrait nous rejoindre. Il a procédé aux introductions, aux allocutions introductives ce matin. Tony Casalonga, qui est plasticien ici. Marina Giacalone, qui est architecte conseil au CAE de Corse. Paula Santoni, qui est architecte maître d'ouvrage chargé de mission au sein d'Amédar. Eh oui, parce que je le dis façon Haute-Corse alors que c'est Corse du Sud. Et tout à fait à gauche, Martine Bedin, qui est architecte et designer. Et je suppose, Martine et Tony, que vous avez été sensibles, dès les débats cet après-midi, à cette notion de philosophie, de poésie introduite par nos amis architectes, cette notion de culture, de patrimoine, de lien social et d'Estrubaizano. Merci. Je ne vais pas faire de remerciements, puisque tout le monde les a fait à tout le monde. Mais je pense que nous nous y associons. Alors nous allons faire un exercice un peu particulier qui porte en général le nom de Ci rispondi. Et par conséquent, c'est une improvisation, elle n'est pas préparée, mais comme toutes les improvisations ne naissent pas du néant, elles viennent effectivement de quelque chose qu'on a accumulé. Et nous avons donc décidé avec Martine de commencer ce Ci rispondi par 2 petites lectures. Je ne sais pas ce qu'elle va lire, elle ne sait pas ce que je vais lire. Après ce petit moment de lecture, nous allons continuer notre discussion et puis assez rapidement, on aimerait la partager avec vous. La petite phrase « Habiter poétiquement le monde » est devenue depuis quelque temps un murmure dans les marges. Elle contient 3 mots très chargés de sens, impliquant toute une gamme de préoccupations allant de la politique à l'art, en incluant l'art de vivre, en passant par l'anthropologie et l'écologie, tentant de donner à cette phrase le maximum d'extension, d'expansion et en même temps le plus de précision possible. Le mot « habiter » est complexe. Il implique beaucoup plus que d'avoir un logement, ça a déjà été dit. Beaucoup plus que d'avoir un logement, avoir un logement, c'est déjà un problème pour beaucoup, on le sait. Mais pour un champ de pensée plus large, un excès de logement entassé empêche, entre guillemets, d'habiter, au sens profond du mot, qui demande de l'espace, qui demande du silence, qui demande tout un rituel même. C'est pourquoi en ouvrant un plus grand espace de considération qui pourrait sembler de prime abord apolitique et en dehors de l'actualité, en un mot abstrait, qu'on arrive à sortir de l'actualité et ne pas tourner perpétuellement en rond. C'est pas que je veuille dire, là c'est moi qui cite, que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais c'est ce qu'on fait en général partout et toujours. Donc, Kenneth White, dans le mouvement poétique, continue en disant, il a cité 3 termes, le second, le monde, habiter le monde, c'est encore plus difficile. Je saute à un autre paragraphe où il tente de définir le 3e mot, habiter le monde poétiquement. Quant au mot poétique, c'est un des mots les plus mal compris. Et je cède la parole à Martine. Alors moi, j'avais écrit des choses, et puis j'avais décidé de vous lire des trucs, et puis le temps passe, et puis j'ai un avion, il faut que je parte dans une demi-heure. Donc je voulais simplement quand même peut-être rebondir non seulement sur ce que dit de manière très belle Tony maintenant, mais surtout sur tout ce que j'ai appris depuis ce matin. Parce que
On n'est pas là juste pour parler, nous les experts, soi-disant, nous la petite partie élémentaire de la matière grise. Finalement, on fait partie de cette matière grise que si on sait toujours apprendre, toujours, même à nos âges avancés. Et moi, j'ai appris beaucoup. D'abord, j'ai appris que en Corse, et puis pour ceux qui ne le savent pas ou pour qui mon accent ne pourrait pas le dire, je suis corse, moi aussi. J'étais très très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses vraiment passionnantes, qui sont très engagés, qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont des femmes, et que l'ensemble des personnes que nous avons vues depuis ce matin sont extrêmement jeunes. Donc je pense, Tony, que toi et moi, on a peut-être assez de chance finalement, et on pourrait peut-être à un moment donné prendre notre retraite. Même si c'est pas tout à fait la voie que nous avons pris ni l'un ni l'autre. Alors peut-être, avant de partir, je peux vous lire une lettre que j'ai vaguement écrite pour vous. Vu d'en face, le village est beau, étendu sur un flanc de montagne, les crêtes en haut, la mer en bas. C'est un village du Cap Corse. Son clocher, ses rues étroites, les murs des plus vieilles maisons sont en pierre sèche, des carrières de grande eau qui sont fermées. Les murs des grandes maisons américaines ne sont plus qu'un souvenir des teintes chaudes inspirées de la Ligure italienne. Les toits sont en lauze, bleutés. Personne ne s'est jamais étonné de l'écrasante disproportion entre les petites maisons de pierre et les maisons des Américains. D'ailleurs, on ne s'étonne pas du tout non plus de l'écrasante disproportion entre le Louvre et les bâtiments médiévaux. Plus on s'approche, puis on voit des choses. Là, une villa grande sur 3 étages avec une balustrade provençale et un toit en tuiles roses. Plus loin, des murs en parpaing immenses qui débordent d'ailleurs un peu sur le virage. C'est pas grave. On ralentira. Avec une porte télécommandée. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, pendant le confinement, tous les gens dans nos villages se sont mis à construire des murs et monter sur ces murs des grands portails avec des commandes automatiques. Donc non seulement on était confinés, mais ensuite on était enfermés. Là, une montée vertigineuse pour accéder à une grande maison moderne pour une voiture 4x4 qui marchera en marche arrière. Les premières maisons rénovées ont des fenêtres en plastique avec de gros dormants qui recouvrent l'ancien appui de pierre. Les plus récentes ont des persiennes en aluminium qui arrivent d'Italie, qui nous protègent des voleurs. Et les châssis, là aussi, sont posés sur les anciens châssis en pierre. Personne ne s'étonne de cette dissonance dans le paysage urbain. Mais pourtant, si un soir, on se met à chanter nos belles polyphonies et que tout d'un coup, quelqu'un met une grande mesure de musique pop de merde au milieu, là, tout le monde va sursauter. On ne sursaute pas quand on voit une fenêtre en plastique. La bonne maison dit « J'existe, je suis ton partenaire », dit Caminada, c'est un architecte suisse. Dans sa conférence, l'architecte développe l'idée de la fabrication de la culture. Avant tout projet, c'est plus qu'une pensée, un projet d'architecture. C'est comment préparer une communauté à l'évolution des bâtiments qui construisent le paysage patrimonial de la commune où ils habitent. L'histoire de l'art est enseignée partout en Italie. Et donc, l'architecture est un langage qui est compris par tous les architectes italiens. On l'a vu tout à l'heure. Et au fond, les recettes de spaghetti ou le tableau de Léonard sont aussi populaires que Claudio Cardinal. En Corse, nous avons un territoire, nous l'avons extrêmement limité géographiquement, et il faut que nous travaillions tous pour que ce territoire soit un territoire non seulement de présupposés, comme on dit, mais surtout d'expérimentation. Et puis ce qui est important, c'est de ne pas emphatiser les nostalgies ou les regrets du passé. Nous savons tous qu'habiter une maison à rénover, c'est difficile. Mais rappelons-nous une chose, chaque village a son maçon, mais hélas, il a aussi son roi Merlin. Je m'aperçois que je l'ai échappé belle parce qu'en vérité, j'ai failli choisir
l'extrait que je devais lire dans les textes de mon auteur préféré, qui est sur le sujet, qui est Martine Bedin, qui est l'auteur du texte qu'elle vient de lire, effectivement. Donc, merci Martine. Ce que tu dis me fait penser justement aux discussions que nous avons depuis longtemps, et d'ailleurs grâce à Graziella, à laquelle nous devons aussi cette invitation, qui, au fond, nous font poursuivre en permanence un dialogue sur qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que la création, mais ce sont des choses complètement éculées. Mais en vérité, nous tentons de le vivre, chacun dans le village de notre... comment dire, c'est pas de notre origine, c'est pas de notre vie, c'est le village de notre passion. D'une manière concrète. Ce que tu viens de décrire, c'est une caricature de ce qu'on voit, et en même temps, c'est un profond désir de ce que nous ne voudrions plus jamais voir. Mais que nous savons pertinemment que nous allons continuer à voir, et continuer à subir. Et ça me fait penser à une phrase que tu m'as dit un jour, parce que nous travaillons ensemble sur une commune. Et pourquoi nous y travaillons ensemble? Entre parenthèses. Parce qu'un élu de cette commune, un jour me téléphone et me dit: Oh Tony, il faut que tu viennes dans mon village. Je dis: je viens tous les ans dans ton village. Parce qu'il se passe là-bas une manifestation consacrée à la langue corse depuis 20 ans, 25 ans. Je dis: mais une fois par an, tous les 25 ans, ça fait beaucoup. Il me dit: non, ça y est, chez mes cadigoués. Il faut que tu viennes pour nous dire comment notre village peut être plus beau. Ça, c'est une demande d'élu qui sort de l'ordinaire. Alors évidemment, immédiatement, je dis à Martine, allons à Cervione, puisqu'il s'agit de Cervione, ce n'est pas un secret. Hein. Et nous allons à Cervione, nous nous promenons dans les ruelles, et on voit déjà une chose extraordinaire, tout est ricciate. C'est des ruelles magnifiquement pavées, qui sont à la fois artificialisées et non artificialisées. Bon, ça déjà, c'est une sorte de découverte. Ce n'est pas que le cas de Cervione, mais partout ça disparaît. Là, il y a un commencement de conscience. Et puis nous voyons quelque chose d'assez extraordinaire dans les Cervioniques, et ne savaient même plus le nom. À côté de chaque maison, un petit mur, 1,20 m, 1,40 m, qui entoure un espace dans lequel il n'y a rien. Nous qui nous promenons dans les ruelles, on voit ce qu'il y a dedans. Les gens qui sont dedans nous voient. Et je dis: mais qu'est-ce que c'est que cet espace? Et Martine me dit: mais ça, c'est un espace de mitoyenneté citoyenne. Et ça, dans cette simple définition qu'elle a improvisée sur le moment, j'ai compris comment on pouvait habiter ensemble. Alors, je vais raconter une histoire de mon village. J'ai une cousine. De toutes les façons, dans les petits villages, on est tous cousins. Et elle a hérité d'une enclave, d'un terrain dans le village, au milieu. C'est-à-dire qu'on remonte, et la première maison que l'on arrivera à voir, parce que ce sera la plus neuve au milieu de toutes les constructions du village, ça sera la sienne. Et j'étais quand même un peu préoccupée. Alors je lui dis: est-ce que tu veux que je regarde tes plans? Ce serait quand même pas mal. Et donc elle me les montre. Et là, je vois une maison complètement allongée. C'est un peu, imaginez qu'on ait pris une maison corse. Vous savez, les maisons de nos villages, elles sont étroites, hautes, avec plusieurs étages, des fenêtres étroites. Et elle, c'est comme si elle avait squeezé vers le bas et tout agrandi vers la largeur. Donc, toutes les fenêtres qui, théoriquement, chez nous, sont verticales, en proportion, elles étaient horizontales, comme dans des lycées ou dans des universités. Et tout ça pour évidemment construire sur la maximum de la parcelle. Parce qu'en milieu urbain, on peut construire sur le maximum de parcelle. C'est-à-dire qu'on a un poste qui est assez grand.
Et puis évidemment, d'un côté, il y avait leur appartement, et puis un très grand couloir, et puis chambre, salle de bain, pour pouvoir évidemment louer à un moment donné la maison. Et moi, je ne savais pas comment lui expliquer qu'il y a un patrimoine qui nous appartient. Ma maison, c'est ma maison. Mais ma maison, à partir du moment où elle est vue comme le nez au milieu de la figure par tous les gens qui viennent, qui habitent le village, mais pas seulement ceux qui passent, ben c'est aussi leur maison, c'est aussi notre maison. Le patrimoine privé, il est intouchable, parce qu'il est privé. Mais il n'est pas complètement privé. Alors comment expliquer que de l'extérieur, ce que l'on va voir qui est à toi, tu en as cette responsabilité aussi. Je n'ai eu qu'un seul argument, le prix du mètre carré. Je lui ai dit, ton couloir, il fait 14 mètres, avec 1,50 m de large, et donc là, tu as entre 40 et 60 000 euros pour rien. Donc je vais redessiner un petit truc avec un palier, puis tu auras quand même tes chambres, on peut peut-être partager une chambre pour une salle de bain pour 2 chambres, et j'ai fait le travail à l'envers, c'est-à-dire que j'ai resqueezé sa maison vers le milieu. Et du coup, elle a repris une proportion un tout petit peu plus verticale et on a pu remettre des fenêtres verticales. Je vous dis pas que c'est génial, mais c'est mieux. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement beau dans ce langage que l'on peut avoir et parler avec les gens de quelque chose qui est secret, qui est privé, qui est non négociable et qui est ta vie dans ta maison. Ta vie dans ta maison, on peut, nous, les architectes, à un moment donné, peut-être intervenir simplement comme avec un enfant. Tu as mangé une tablette de chocolat, tu sais, tu risques d'avoir un tout petit peu mal au ventre. Tu as construit 400 mètres carrés, tu sais, ça coûte peut-être un petit peu trop cher. Voilà, c'est nous, notre rôle à nous, il est d'avoir un langage extrêmement pédagogique avec nos voisins, avec notre communauté. Et c'est ça notre rôle dans le partage des espaces communs d'un village, de citoyenneté, avant d'être des experts. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait hasard si on dit élever un enfant et élever un bâtiment. Mais ça, c'est un rôle que je laisse aux architectes. Moi, longtemps, et là j'avoue, je fais un amende honorable, en tant que plasticien, je n'avais de l'architecture qu'une vision cosmétique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait beaucoup de scénographie. C'est du carton, mais pas du carton sur lequel on peut s'appuyer. Je ne sais pas où sont les Italiens. Voilà, non. C'est du carton derrière lequel il n'y a rien. Il faut que ce soit beau, que ça fasse illusion. Et c'est une fiction. Et l'architecture de fiction qui est souvent... Et là, je fais le lien avec... le patrimoine, et je me rappelle avoir entendu tout à l'heure le président de l'ADEC, et sa parole, venant de lui, a encore plus de sens. Il a dit, il faut retrouver les savoirs anciens. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Et derrière les savoirs anciens, il y a justement tout le contraire de l'architecture cosmétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui naît du sol, qui naît du sol sur lequel le bâtiment est construit. Et ceci me fait penser par analogie aussi des mots sur le fait que la table ronde, qui n'est pas si ronde que ça, auquel nous sommes invités à participer, est intitulée « L'habitat durable rime aussi avec le vivre ensemble ». Et tout à l'heure, dans le petit texte de Kenneth White que j'ai lu, il n'a pas parlé de durabilité. Mais c'est quand même quelque chose d'important et qui a à voir avec, effectivement, avec le fait que, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'espace agricole et espace construit, et il y a quand même un proverbe chez nous qui dit « Se tu faccio la casa, non t'abiti ». C'est-à-dire, là, effectivement, tu l'as dit, François, là où on ne peut pas cultiver. Mais c'est aussi peut-être pour que ça dure. Et là, pour retourner à ce mouvement auquel je vous invite à adhérer, le mouvement géopoétique,
il me vient à l'esprit ce vers magnifique des Luards qui parle du dur désir de durer. Et ça vraiment, c'est entre l'architecture et la poésie. Ou plus exactement, entre la poésie et la construction. C'est finalement s'élever, dans tous les sens du terme. Je sais qu'il vous reste très peu de temps à partager avec nous, Martine, puisque vous nous avez mis en garde. Alors j'aimerais qu'on vienne au projet commun qui vous anime en ce moment et qu'après nos haltes respectives à Cervione, quand on voit Tony Casalonga, évidemment, on pense tout de suite à Pigne, et au sujet qui vous occupe à Lugo di Nazza également, c'est-à-dire la création d'una casa di artigiani avec comme principe une maison proposant la formation au métier du bâtiment, appliqué aux toitures, par exemple, à la lauze, et toute cette nécessité dans l'optique de vivre ensemble et de s'approprier aussi le projet, de concerter la population, Martine, et de partager un projet avec tout le monde. Alors, à Lugo di Nazza, nous sommes dans le cas idéal, c'est-à-dire qu'il y a un maire, médecin, qui a la conscience de ce que représente la préservation de son village. Il y a une population, effectivement, qui s'intéresse, mais qui est très réduite. Combien ils sont, Tony ? 10 ? 15 ? Hein ? C'est vraiment un tout petit village. Ils sont tous partis habiter en plaine. Et surtout, il y a de l'argent, puisque le village a des revenus qui viennent et qui sont conséquents, si je ne me trompe pas, de la location d'une partie de la montagne sur lesquelles EDF a construit un barrage. Et donc, tous les ingrédients sont là, et tous ces ingrédients auraient pu être là pour faire vraiment une chose épouvantable. On aurait pu construire des lotissements, une salle de musique, un terrain de foot, je ne sais pas, quoi, quelque chose Au fond, on aurait pu faire la même chose là que partout. Avec des ronds-points et des centres commerciaux. Mais le maire, Fanfan, a appelé Tony et il a dit, avec ses ressources, je voudrais faire donner un exemple. Alors c'est vrai qu'au début, il voulait s'occuper d'artisanat. Et c'est toi qui l'as aiguillé plutôt sur l'idée de la rénovation du patrimoine. Et donc nous avons engrangé un travail dans lequel Tony et moi, alors ça fait maintenant plusieurs années que nous sommes ensemble sur des projets, sur Fabrica Design, ici à Corté par exemple. Et alors on est un peu comme Bonnie and Clyde tous les deux. Je ne sais pas si ça existe en Corse, mais blanc bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire qu'on fabrique une discussion qui est une discussion permanente. Et effectivement, on a dit au maire, non, les artisans ne peuvent être là que s'ils servent à quelque chose au niveau du patrimoine bâti en Corse. Et effectivement, cela va être un bâtiment qui va être rénové, dans lequel il y aura une petite construction attenante. Il y a eu un concours d'architecture, ça a suivi la venue de l'école d'architecture de Montpellier. Et Tony et moi, nous avons un rôle un peu de garde-fou, on va dire, ou de garde-fou à la fois éthique, artistique et responsable. Donc nous n'avons pas dessiné cette maison et nous sommes là un petit peu comme des conseillers pour pouvoir organiser le travail là-dedans. Et juste avant de partir, je voudrais juste dire qu'une des choses que nous souhaitons qui naissent de cette maison, mais qui naissent aussi des discussions avec les autres villages, c'est d'expliquer que les maisons aujourd'hui, elles sont devenues comme les voitures. Moi, j'ai une Mercedes de 1978. J'ai pas besoin de clim. J'ouvre les 4 fenêtres et je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir les cheveux longs pour qu'ils sortent par la fenêtre et qu'ils volent au vent. Parce que c'est ça, finalement, quand on est en voiture et qu'on se rafraîchit. Donc les maisons sont devenues comme les bagnoles. Il faut les fermer hermétiquement et comme ça, on est sûr de n'avoir ni chaud ni froid. Et puis bien sûr de tomber malade parce que de temps en temps, on ne renouvelle pas assez l'air. Donc c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer et qu'on explique dans nos conversations avec le maire et avec tous ces artisans qui viennent et puis tous ces acteurs qui nous aident pour construire ce projet. C'est qu'il y a une pédagogie à expliquer
qu'une fenêtre dans nos maisons, en Corse, où les maisons ne se vendent pratiquement jamais, elles sont toujours données de père en fils. Alors pourquoi est-ce qu'on construit des maisons avec des choses qui sont périssables? Alors que la maison corse, par essence, elle doit être transmise à 18 000 générations. Donc c'est très important, et je pense qu'on aura un rôle éducatif dans cette maison pour savoir faire, mais aussi transmettre que si savoir bien faire c'est un peu plus cher, c'est tout simplement parce qu'une fenêtre en bois massif avec les bonnes vitres, les bonnes persiennes, ça va durer aussi longtemps qu'une demi-douzaine de fenêtres en plastique. Je vous remercie beaucoup, je m'en vais. Merci Martine, merci. Merci infiniment pour votre contribution. Alors, puisque le micro est dans vos mains, Mathieu Biscal, je voudrais qu'on poursuive en parlant de la Maison de l'Architecture, dont vous êtes le vice-président, qui elle aussi a pour mission la transmission, la diffusion, la médiation, la pédagogie dont on vient de parler. Alors, oui, effectivement, nous, la Maison de l'Architecture, on se positionne, on peut rebondir sur ce qu'a dit Martine, et on se positionne sur la médiation de l'architecture parce que l'architecture, pour un habitat durable, il faut que tout le monde puisse l'accepter. Et pour ça, il faut faire connaître l'architecture et ses qualités. Et c'est un peu notre rôle à la Maison de l'Architecture, qui est différent de celui de l'Ordre ou des CAE, qui est faire connaître l'architecture, explorer les territoires et en rendre compte pour créer le désir d'architecture chez les non-professionnels aussi, qui vont habiter les logements de demain. Et donc pour ça, on a créé en fait nos outils, nos propres outils, comme par exemple les résidences d'architecture, qui sont des moyens d'associer des architectes et des artistes. Et c'est pas anecdotique. Nous, les architectes, on est très contraints, les artistes le sont beaucoup moins. Et ça permet de croiser les regards. Et donc ces maisons d'architecture, ces résidences d'architecture, elles sont là pour explorer des territoires comme... alors vous avez des livres pour ceux qui veulent les récupérer, sur la Balagne, le Fiumorbe, etc. L'Alta-Rocque. 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 Et donc pendant plusieurs mois, donc, un architecte et un artiste explorent le territoire, vont à la rencontre des habitants. Et le but est de rendre compte des potentialités des territoires visités. Et c'est bien aussi de partir de ce qui est important et ce qui fonctionne dans un territoire, et pas toujours de ce qui est négatif. On entend beaucoup de négatif, mais il y a aussi des potentiels qu'il faut valoriser. Et puis d'y rencontrer les habitants. Et oui, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une manière de co-construire le futur et de chaque habitant puisse mettre sa pierre à l'édifice de comment il voit son village en 2030, en 2050, etc. Donc ça, c'est par exemple, donc c'est le format des résidences d'architecture. Et on a d'autres outils comme les ateliers hors les murs qui rejoint un peu l'action de l'ESA. Donc là, on en a fait 2 avec l'école d'architecture de Nantes, où les territoires sont explorés. Les étudiants de dernière année, donc les diplômants, font leur diplôme sur un territoire donné. Ils ont une première mission qui est d'expérimenter et de rechercher d'un point de vue du grand paysage, de l'urbanisme, toutes les potentialités, et ensuite développer un projet particulier. Ça peut être de l'habitat, ça peut être des chais, ça peut être etc. Et de la même manière, ils vont à la rencontre des élus et à la rencontre des habitants pour mettre en relation et créer une dynamique où tout le monde peut s'intéresser au futur de sa ville, de son village ou de son territoire. Donc voilà, ça c'est la partie exploration de la Maison de l'Architecture. Et après aussi, on a la partie médiation, donc la diffusion, parce que pas tout le monde ne sait qu'il y a des bons projets, pas tout le monde ne sait qu'il y a des bons projets en Corse. Et pour ça, on a créé donc le palmarès régional d'architecture. Donc c'est la première fois qu'il y avait un palmarès en Corse. Bon, il y a eu 2 éditions. La dernière, c'était en 2023. Et ça permet de collecter et de mettre en valeur et en lumière les architectures de qualité, avec la dernière édition qui était justement particulièrement sensible à la question de la durabilité, des circuits courts de production de l'architecture.
Et voilà. Et donc sur ce thème-là, avec peut-être un constat. Avec un constat, oui, un constat qu'il y a extrêmement voire quasiment pas de logements proposés par les architectes dans les rendus de. Donc on demande aux agences de répondre, hein, elles répondent ou elles répondent pas. Elles envoient des projets. Après il y a une commission technique qui les sélectionne et après un jury. Et en 2023, le dernier, il y a eu très très peu de logements. Alicia a obtenu un prix pour les logements de Christine Hatch, tout à fait mérité. Mais voilà, il y a assez peu de ça montre un peu l'état aussi de la commande au niveau de l'architecture, au niveau du logement collectif. Si c'est pas porté par des maires engagés, il ne se passe pas grand-chose. Même au niveau de l'OPH, l'Office public de l'habitat, encore, s'il ne se passe rien. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de création de logements neufs. Ils se contentent d'acheter souvent des logements en VFA à des promoteurs. Je ne crois pas que ce soit la solution pour l'habitat de demain. Voilà. Merci pour cette présentation. On va, Mathieu, si vous le voulez bien, donner la parole à Paula Santogne, puisque nous nous intéressons à l'habitat d'une manière, sous l'angle de l'équité sociale, du partage de la culture, de la participation citoyenne. C'est peut-être le moment de faire un focus sur les quartiers ajacciens. Vous êtes architecte de formation, même si vous n'êtes plus inscrite à l'ordre depuis un petit moment, maître d'ouvrage au sein de la SPL à Médard, Société publique locale d'aménagement pour la ville d'Ajaccio et pour la CAPA. Et vous avez notamment dans la manière d'aménager ce domaine public la charge de faire des concertations aussi avec la population. Oui. Alors, pour le coup, nous, on porte une opération d'aménagement pour la création de logements. Mais c'est une des rares opérations d'aménagement pour la ville d'Ajaccio, donc c'est une des premières. Ce qui fait que y a une volonté d'exemplarité, surtout vis-à-vis un peu de l'urbanisme frénétique qui s'est fait en extension de la ville d'Ajaccio. Alors, je ne vais pas détailler ce projet. Peut-être juste dire que dans cette démarche d'exemplarité, déjà on s'est engagé dans un effort de labellisation écoquartier. Le deuxième point, c'est qu'on participe à un AMI qui s'appelle un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Engagé pour la qualité du logement de demain sur 2 thématiques de recherche qui sont la surventilation naturelle et sur aussi en fait la végétalisation du bâti. Notamment, et voilà. Donc cette concertation citoyenne qu'on a lancée, donc on s'est intéressé à la fois sur des visions d'experts, on a aussi interrogé, notamment on a fait intervenir un groupement qui s'appelle le GUE, Groupement pour un urbanisme écologique, qui est venu porter une analyse critique sur le projet qu'on avait fait. C'était très intéressant parce que c'était des écologues en fait qui sont spécialisés sur le milieu urbain et qui venaient nous apporter ce regard-là sur le projet et comment justement reconsidérer la nature en ville. Alors je parle bien de nature et pas juste d'espace vert, hein. Souvent on parle de nature en ville simplement par des plates-bandes fleuries, mais là c'est aller plus loin que ça, c'est considérer le vivant, les services écosystémiques, c'est-à-dire l'apport de la biodiversité sur le bien-vivre. Et en fait, je voulais faire un parallèle justement avec donc la concertation citoyenne qu'on a menée et un petit peu les résultats de cette concertation. D'abord, peut-être un petit mot sur la mise en œuvre, la manière dont vous l'avez pensée et organisée. Alors, avec beaucoup d'humilité, notamment parce que la première, on a d'abord tenté de la lancer et puis en fait, on n'avait pas de participation du tout. Alors en fait, on a décidé de choisir un format qui était en fait une fête de quartier. Cette fête de quartier... Pourquoi pas une réunion publique ? Alors, pour le format, justement, qui est très impressionnant et c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Souvent, dans les réunions publiques, on a affaire à des personnalités qui sont souvent des experts, qui ont l'habitude de ce type de format, qui monopolisent la parole, qui empêchent les habitants de s'exprimer et qui ne laissent pas la place, justement, à aller au contact des gens, à les laisser parler, à les écouter, des gens qui ont l'habitude des quartiers, etc. Donc, on n'avait pas choisi ce format, on n'avait pas choisi de gros formats. On avait choisi un format de balade urbaine,
d'ateliers d'urbanisme, de permanence aussi au sein du quartier. Donc au départ, on était un peu loin, on s'était mis dans la maison de quartier, mais ça n'a pas fonctionné parce que les gens ne nous voyaient pas. Puis on a décidé de se mettre au café du quartier. C'était presque du micro-trottoir au final. Et étonnamment, ça a fonctionné. Voilà. Alors, la fête de quartier a très bien fonctionné. Donc, on a été aidé par un AMO en concertation. Il faut savoir que c'est une science. On laisse permettre à l'autre de parler. Il y a vraiment une technique derrière. Donc, nous, on était aidés. Pas sur tous les formats, mais sur une partie. C'est eux qui ont initié cette idée de fête de quartier et qui nous a apporté beaucoup de contributions. Mais je voulais aussi témoigner en fait un peu justement des apports, parce que quand on est expert, on a souvent un peu des idées préconçues de ce qui va ressortir d'une concertation. Alors, il faut savoir que nous, l'écoquartier, c'est une friche urbaine avec des ambitions de densité qui est quand même du 240 logements sur 1,5 hectare. Donc 2,5 hectares si on prend en compte un bassin de rétention, mais c'est malgré tout assez dense. Et forcément, la densité, c'est quelque chose qui effraie, surtout lorsqu'on a en tête les opérations de promotion immobilière qui ont, on pourrait pas dire fleuri, parce que c'est pas le terme, mais qui ont poussé de manière très frénétique là, sur la rocade, donc à proximité. Et je veux dire, on a des gens qui ont été vraiment échaudés. Ils sont aussi à proximité, donc en fait l'artère qui traverse ce quartier est devenue une artère passante pour se rendre sur la rocade, et donc ça a aussi bouleversé leurs conditions de vie. Mais en fait, donc c'est prendre un peu de recul aussi sur l'habitat, parce qu'en fait la réponse qui m'a été faite lorsque j'interrogeais sur les gens de quelles sont les conditions qui feraient que vous ayez envie d'habiter en ville. Alors la question ne se posait pas exactement comme ça, c'était d'abord est-ce que vous habitez en ville alors peut-être les populations qu'on a interrogées, donc les gens du quartier, des lycéens, parce qu'en fait quand on est aménageur on pense au long terme, on sait que les jeunes populations c'est aussi ceux qui habiteront la ville de demain, donc on les a interrogés. Voilà. Et en fait, de ce qui est ressorti, donc, est-ce que vous aimez habiter en ville ? Beaucoup nous ont répondu non, c'est peut-être 90% des réponses. Est-ce que vous souhaiteriez habiter en ville pour ceux qui n'y habitaient pas ? C'était non. Et la question suivante, mais pourquoi ? Et en fait, là, ça m'a frappée parce que les élèves de 17 ans ont répondu à 97% la même réponse, c'est le bruit. Et ce que je trouve, le bruit pour des élèves de 17 ans, moi je me rappelle 17 ans, c'était plutôt la ville m'attirait pour être au contact des gens, et je me suis dit, mais par opposition au bruit, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y avait une élève qui jouait dans un groupe de métal, donc on peut se poser la question du bruit. Bon, loin de moi l'idée d'assimiler le métal au bruit, mais plutôt au nombre de décibels. Et je pense qu'en fait, ce qui les dérange, c'est pas uniquement le bruit, mais ce qu'ils recherchent, c'est le calme. Donc en fait, ce que ça ouvre comme question, c'est les conditions du calme en ville. Quelles sont les conditions du calme ? Les conditions du calme, ça passe, je pense, bien entendu, par une réduction du bruit, peut-être par une réduction des voitures, etc. Mais ça passe aussi par une esthétique, je le pense. Le désordre, ou la plastique compte. Et puis, il y avait une expérience lors de cette rencontre qui était qu'en fait, on faisait une balade urbaine. Et il se trouve qu'à un moment donné, donc cette balade urbaine conduisait, donc on marchait tout le long des artères, des voies, donc qui étaient très bruyantes. Et puis, on rentrait dans le bassin de rétention qui est en quelque sorte un parc qui fait partie de la concession d'aménagement. Et là, les gens disaient « Ah, ouf !» Mais en réalité, nous, on a un acousticien chez nous, et il me disait, pour atténuer le bruit, il faut une forêt. C'est pas la végétation qui atténue le bruit, donc c'est une question de ressenti. C'est une question de ressenti parce que la végétation est aussi une des conditions du calme. Voilà. Procure de la sérénité. Voilà, procure de la sérénité. Donc il y a un vrai apport aussi de la présence de la nature en ville sur ces questions. Donc
Voilà, et puis il y a une dernière chose qui était que la densité, nous, ça se matérialisait par des bâtiments R+9 et on était à la terrasse d'un café et une personne me disait « mais ça va être où ?» et je lui dis « oui, ça sera comme l'immeuble à côté, ça sera la même hauteur » et il me répond « ah mais on verra plus le ciel alors ». Et en fait, la densité, quand on est architecte ou quand on est urbaniste, construire la ville sur la ville, tout ça, on y est forcément sensible, on est même... on y croit, etc. Mais les conditions de cette densité sur les ressentis doivent être prises en compte. Et voilà, donc c'était pour donner aussi un apport positif sur la concertation citoyenne qui est très souvent mal vécue, hein, enfin, y compris par moi, c'était la première que je faisais. Il y a une forme de défiance vis-à-vis des habitants ? Oui, alors il ne faut pas se mentir, si on ne va pas à leur contact, ils ne viennent pas. Hein. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Ils pensent que c'est déjà fait. Et que leur parole n'aura pas de sens. Donc nous, là, on va faire la réunion de restitution prochainement de cette concertation. On espère en tirer des conséquences sur le projet. On espère revoir notre projet sur certains aspects. Alors, c'est vrai que la question de la surventilation naturelle et du bruit, il faut s'interroger sur ça. Ça n'empêche que la surventilation naturelle, on va y travailler. La surventilation naturelle, pour qu'on comprenne bien, c'est le fait de ne pas climatiser des logements, mais de les rendre frais ? C'est des dispositifs de formes urbaines qui facilitent la ventilation des bâtiments. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur justement, c'est low-tech en fait, c'est par l'ouverture des fenêtres ou de dispositifs appropriés, mais aussi par la forme du bâtiment en soi, peut-être. L'exposition, peut-être. Oui, avec forcément l'exposition au vent, bien entendu. Et alors, donc là, c'est une thématique de recherche sur laquelle on est engagé avec l'INAMA, qui fait partie de l'école de Marseille, et avec aussi des bureaux d'études spécialisés en façade, donc en dispositifs de façade. La surventilation naturelle, les persiennes à jalousie, etc. On voyait des dispositifs sur l'architecture d'Alicia Orsini, et d'Orme, mais la surventilation naturelle, l'architecture peut apporter des solutions, l'architecture à proprement parler. Voilà. Et un confort d'été peu énergivore dans un contexte climat qui est de plus en plus chaud. Oui, bien entendu, les perspectives, on les connaît. Hein, et puis quand on est aménageur, on sait que nous, déjà, le quartier ne sortira pas avant 2029, mais sa durée de vie, on ne peut pas envisager de concevoir un quartier aujourd'hui avec les problématiques et les températures d'aujourd'hui, quoi. Il faut forcément aller de l'avant. Donc c'est de la recherche, hein, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, on ne connaît pas les résultats, mais voilà, c'est aussi une façon de travailler. Marina Giacalone, on ne vous a pas encore entendu, vous êtes architecte conseil au sein du CAU de Corse et vous êtes venue aussi avec votre consoeur Marina Santoni. Vous nous présentez peut-être le conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement, peut-être dans les grandes lignes et dans ses grandes missions. Alors oui, donc du coup le CAE c'est une association donc privée mais qui est investie d'une mission d'intérêt public. En fait, nos interventions consistent à conseiller et accompagner les porteurs de projets. Donc, il s'agit d'un particulier. Donc, si vous avez besoin, madame, vous pouvez nous contacter. On essaiera de trouver des solutions, mais également des collectivités. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mission est totalement gratuite, puisque du coup, nous ne rentrons pas en fait dans le cadre nous ne faisons pas de maîtrise d'œuvre. Hein. Nous entrons dans le projet en donnant des intentions, des directions, donc voilà, des réflexions sur des quartiers, sur des logements. Enfin, tout ce dont on a parlé aujourd'hui fait un peu écho à nos missions. Surtout que cette question de la neutralité, elle est capitale. C'est ça, tout à fait. Finalement, quand on est démarché toute la journée, on ne sait pas trop vers qui se tourner parce qu'il y a des enjeux derrière. Tout à fait. Donc nous, il y a vraiment une notion de neutralité et de proximité. On essaye de se déplacer. Alors du coup, c'est vrai que on essaye d'aller beaucoup dans le rural, hein, puisqu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, alors qui fait quoi peut-être ? Donc vous êtes architecte conseil. On est plusieurs architectes. Hein, et les autres entre Ajaccio, parce qu'on a deux locaux aussi, Ajaccio et Bastia, donc plusieurs architectes. Nous avons des ingénieurs et conseillers en environnement, un urbaniste, un cartographe géographe,
Donc voilà, toute une équipe qui permet de déployer une ingénierie aussi là où il n'y en a pas et où il y en aurait besoin. Et du coup, de venir trouver des solutions, aiguiller les pétitionnaires en étant à proximité d'eux pour trouver des solutions à toutes les thématiques qui ont été abordées. Je pense notamment, on parle d'écoquartier. Aujourd'hui, nous participons aussi à un COPIL pour la commune d'Artjuste, qui porte un projet d'éco-village qui serait le premier rural en France. Sur lesquels nous travaillons sur les thématiques du logement individuel, de tourisme, également sur les espaces publics, donc toute cette idée du vivre ensemble, sur les matériaux également choisis, ce dont vous parliez, Monsieur Casalon, des richats, etc. Donc dans le sud, on parle plutôt de calade, mais pour le même principe. Donc c'est ces matériaux qui sont perméables, qui permettent aussi de retrouver un certain patrimoine, une certaine identité de nos villages, tout en ayant quand même l'habitat et le développement de la ville de demain et des villages de demain aussi, mais essayer d'allier un petit peu tout ça et donc d'apporter notre expertise à ce niveau-là. Et l'objectif, en fait, il est de promouvoir une certaine qualité architecturale, une insertion dans le paysage, donc aussi bien pour le neuf et pour l'ancien, et tout ça dans le respect du coup de l'environnement aussi et de toutes les innovations et enjeux que cela comprend. Donc construction et rénovation énergétique. En fait, on peut participer et conseiller sur tout type de projet. Voilà. De même que ce sont des projets portés par des particuliers comme des collectivités. Et on aide également, alors justement pour revenir, je pourrais répondre, parler de plein de choses, mais par rapport à Madame Millet ce matin qui nous parlait de logement collectif, de comment les démarches à réaliser. On peut vous accompagner là-dessus, alors en vous orientant vers les bonnes personnes et les bonnes structures. Sensibiliser en fait sur tout ce qui peut toucher au cadre de vie, à l'habitat, au logement. Une sensibilisation que vous exercez également auprès des scolaires. Oui, également, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, nous intervenons, là dernièrement, nous sommes intervenus au Collège Fèche. Nous avons notre collègue aussi qui est ingénieur en environnement qui intervient chez les plus petits en créant par moments des choses un peu ludiques comme des chasses au trésor dans les villages pour les journées du patrimoine par exemple. Voilà, plein d'animations. On essaye de sensibiliser un petit peu tout le monde et d'apporter des solutions. D'aider un peu tout le monde et de promouvoir la qualité architecturale et nos villes et nos villages de demain. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez déjà fait la connaissance de Raphaël Besson, le directeur de Ville Innovation, à qui j'aimerais à présent donner la parole pour répondre justement à ces problématiques qui nous occupent. L'habitat durable rime aussi avec le vivre ensemble. Et vous avez dans vos 6 figures prospectives de l'habitat de demain, Raphaël, évoqué notamment l'enjeu de la coopération. Peut-être pourrait-on développer ce sujet-là ou l'habitat biodiversitaire et biomimétique. Vous avez un micro. Ça marche. Merci. Du coup, oui, à travers ces figures, disons, moi, mon propos, c'est que finalement, la construction durable, c'est moins une affaire scientifique, technique, technologique, économique, réglementaire que sociale et culturelle. Ou en tout cas, pour modérer un peu mes propos, je pense qu'on a un prisme beaucoup trop fort sur ces questions techniques, technologiques, économiques, réglementaires, et qu'on sous-estime très largement la question sociale et culturelle. La preuve, c'est qu'on est dans cette 3e table ronde à la fin. Je plaisante. Je pense pas qu'il y ait comme ça une causalité évidente. En tout cas, vous avez fini à la 3e. Et alors donc, voilà mon propos, c'est que si on veut travailler sur cette question de la construction durable, je pense qu'il faut regarder de très près et de manière beaucoup plus sérieuse les questions sociales et culturelles. En fait, j'avais fait un rapport là en 2008. C'était mon premier rapport d'études pour la DIACT à l'époque, la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Là, je commence à être vieux. Voilà, une vieille époque. Et sur la filière éco-construction dans le Grand Sud-Est. Donc j'avais travaillé sur Rhône-Alpes, sur PACA, j'étais venu en Corse du coup, enfin voilà.
Et on avait montré plein de choses. Hein. À l'époque, ça bougeait dans tous les sens. Il y avait plein d'initiatives. Enfin voilà, c'était extrêmement intéressant. Et on avait essayé d'expliquer qu'il y avait un potentiel, mais qu'il y avait des goulots d'étranglement, en tout cas des problèmes qui pouvaient se poser, à la fois structurels, conjoncturels, techniques et tout ça, qui pouvaient se poser sur la construction durable. Et un des points essentiels, c'était de dire que finalement la filière de la construction, surtout durable, était en fait extrêmement segmentée, cloisonnée. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté la maîtrise d'ouvrage, de l'autre la maîtrise d'œuvre, de l'autre la maîtrise d'usage. On commençait un peu à regarder d'un peu plus près, c'est-à-dire les usagers, les citoyens là-dedans. D'un côté les ingénieurs, les techniciens, de l'autre les architectes, et puis d'un autre côté les artistes. Et fondamentalement, ce qui se posait, c'était la question de l'intermédiation, de la coopération entre ces différents acteurs. Et ça, pour nous, c'était un point essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers plein de témoignages, on s'est rendu compte de ça, de nouveau. C'est-à-dire, d'ailleurs, les tables rondes sont structurées comme ça, je suis désolé, la technique, les technologies, l'architecture et les poètes et les artistes. Ce qui est un problème, en fait, ce qui est un énorme problème. Si on veut travailler sur la question de la construction durable. Donc pour moi, c'est une question sociale, qu'on ne regarde pas, qu'on ne travaille pas suffisamment. Et tous ces acteurs intermédiaires, la Maison de l'Architecture, Ametara ou encore le CAE, je pourrais citer des collectifs d'architectes, d'artistes, d'urbanistes. Tous ces acteurs intermédiaires ne sont pas du tout suffisamment considérés par l'État, par nos politiques publiques, par la société. Et je pense que c'est là l'enjeu fondamental des acteurs en capacité d'avoir ces fonctions d'intermédiation entre la technique, l'architecture, les arts, la société, entre l'habitat, la terre, enfin voilà, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Des fonctions d'intermédiation, des fonctions aussi d'expérimentation, accompagner les acteurs, les citoyens, les usagers, les accompagner sur le temps long, pas juste considérer qu'ils sont passifs et qu'a priori ils ne sont pas en capacité de participer. Si on prend ça vraiment au sérieux, je vous garantis qu'il n'y a aucun souci, ça marche. Les usagers, les citoyens s'impliquent et ça peut être extrêmement intéressant. Le deuxième point, et après j'arrête, c'est la culture. Après le social, c'est la culture. Et là, je trouve il y a les objectifs ZAN, zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça va être une révolution culturelle, ça, pour le coup. Les objectifs ZAN, donc il y a une loi, climat et résilience, merci, de 2021, qui pose les objectifs ZAN, donc de zéro artificialisation nette, et donc, a priori, en 2050, on devra arrêter d'artificialiser les sols, que ce soit les sols, tout type de sol, voilà. Bon, après, il y a des logiques de compensation, mais ça, c'est technique, c'est important, mais parlons pas de ça pour l'instant. L'idée, c'est qu'en 2050, on arrête d'artificialiser les sols. Évidemment, cette loi, elle pose plein de problèmes, réglementaires, techniques, politiques, il y a des prises de position, il y a des réflexions pour dire comment est-ce qu'on travaille sur une densité désirable, sur les questions de logement évolutif, adaptable, réversible. Plein de choses qui sont en train de se produire. Mais on ne pose pas la question fondamentale. Et la question fondamentale, c'est que c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire que ça implique fondamentalement de repenser nos imaginaires aménageurs, fondés sur la maison individuelle, sur le pavillonnaire, sur l'extension, alors peut-être pas en Corse, mais en tout cas en France, c'est le cas, sur l'extension sans continu de nos métropoles. Et ça, c'est quand même une révolution culturelle fondamentale. Et notamment vis-à-vis des élus, vis-à-vis de la société en général. Donc il y a, à un moment donné, à prendre la mesure que pour faire la construction durable, il faut travailler sur les imaginaires, sur les transformations culturelles, sur les émotions, sur des éléments qui ne sont jamais, en fait, vraiment questionnés sérieusement, à travers notamment les rapports du GIEC, dont on peut voir plus ou moins l'inefficacité, et puis toute une série de connaissances scientifiques qui s'accumulent, mais qui fatalement ne changent en rien nos décisions politiques et la transformation de nos comportements. Donc voilà pour ce plaidoyer, pour les arts, pour la culture, pour les sciences sociales. Et je pense que, et j'en suis convaincu maintenant, parce que je commence à avoir de l'expérience, qu'on ne prend absolument pas au sérieux, en tout cas suffisamment, l'apport des sciences sociales et des arts et de la culture pour travailler sur nos transformations sociétales et notamment sur la construction durable. C'était une excellente conclusion de cette troisième table ronde, Raphaël Besson. Merci infiniment.